Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. L'ambassadeur du Japon au Bénin était hier face à la presse. Objectif, faire le point de la récente visite du ministre béninois des Affaires étrangères au Japon. Nous ferons également un tour dans quelques établissements qui vont abriter les différents examens de fin d'année. Des écoles complètement inondées. Vous suivrez le constat fait par Laurent Toninquès dans un instant. Et puis le président français Emmanuel Macron est accueilli pour la première fois par le pape François. Une rencontre forcément centrée sur la question des migrants alors où ce dossier divise les Européens. Bienvenue dans cette édition. Conférence de presse de l'ambassadeur du Japon près le Bénin. C'était dans l'après-midi de ce lundi 25 juin 2018 dans les locaux de l'ambassade. Au menu, le contenu de la visite officielle des ministres béninois des Affaires étrangères et des Finances au Japon du 18 au 21 juin 2018. On fait le point avec Fréjus Serwan. Du 18 au 21 juin 2018, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères, était au Japon sur l'invitation du ministre des Affaires étrangères japonais Taro Kono. Face à la presse ce 25 juin, l'ambassadeur du Japon au Bénin a déclaré qu'au cours de cette rencontre, les deux ministres ont pris l'engagement de renforcer leur coopération à tous les niveaux. Le Bénin s'est ainsi engagé à soutenir les candidats japonais pour les postes internationaux, mais aussi la candidature du Japon pour l'organisation à Osaka de l'exposition universelle de 2025, Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. À ce sujet, le ministre Agbenossi a réitéré le soutien du Bénin à la candidature de la ville de Osaka pour accueillir la dite exposition dont l'élection est prévue en novembre 2018. Les deux ministres ont également évoqué les différentes candidatures japonaises aux différentes institutions internationales. Et le ministre Agbenossi a confirmé le soutien du Bénin en faveur des candidats du Japon pour des élections internationales, y compris l'élection des membres non permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2022. Les retombées de cette rencontre pour le Bénin sont d'abord financières. Au cours de cette réunion ministérielle, les ambassadeurs du Bénin et du Japon ont procédé à la signature de l'échange de notes relatives à l'assistance alimentaire de l'année fiscale japonaise 2018. Pour un montant total de 300 millions de yens japonaises, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, en présence des deux ministres. Mais le Japon veut désormais prendre une part plus importante dans le développement du Bénin, notamment sur le plan des infrastructures. En parlant de la coopération pour le développement, le Japon s'intéresse à élargir les éventails de nos domaines d'intervention au Bénin. Bien sûr que nous allons continuer à intervenir dans les domaines traditionnels tels que la santé et l'hygiène, l'éducation et la formation, le secteur primaire comme l'agriculture et la pêche, mais nous portons désormais nos intérêts à l'infrastructure, surtout l'aménagement du transport dans le ville de Cotonou. Les deux ministres ont évoqué notamment le projet de construction d'un échangeur au carrefour Cefao-Toyota dans le cadre de l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Japon ont aussi évoqué le dossier nord-coréen et souhaité une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, a aussi ajouté l'ambassadeur du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi. Environ 600 000 tonnes, c'est le nouveau record des acteurs du coton pour la campagne cotonnière 2017-2018. Un résultat satisfaisant présenté ce lundi à Cotonou aux partenaires techniques et financiers. Compte rendu, Laurent Toninquès. 547 985 tonnes, c'est le record de la campagne cotonnière au titre de la saison 2017-2018. Pour présenter ce résultat encourageant, les acteurs du secteur cotonnier étaient face aux partenaires techniques et financiers. Le président de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton, plante le décor. Cela paraît un miracle.
Mais c'est avec le même Bénin, avec les mêmes hommes. Nous n'avons pas augmenté la superficie du Bénin, nous n'avons pas changé la tête des Béninois. C'est avec les mêmes têtes que nous avons appris à travailler, mais travailler autrement. À sa suite, le directeur des opérations et le directeur technique de l'AIC présentent dans un style comparatif avec les années antérieures à 2016 les prouesses faites cette année sans subvention de l'État. Il ressort que de 306 000 hectares emblavés en 2015-2016, la superficie totale emblavée pour la saison 2017-2018 est de 530 145 hectares et un coton de second choix de très faible quantité, soit 1452 tonnes, 0,24% des 597 985 tonnes. Le résultat obtenu pour cette campagne a impacté toutes les couches qui interviennent dans la chaîne cotonnière. Ainsi, il résulte que les transporteurs ont été payés à plus de 47 milliards, les taxes payées à l'État s'élèvent à environ 12 milliards et les autres intervenants ont bénéficié de plus de 9 milliards, sans oublier les producteurs qui ont bénéficié du gros lot. La campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. Les 597 900 et quelques tonnes achetées ont été intégralement payées aux producteurs. Personne ne doit à l'autre. Pour la campagne 2018-2019, les différents acteurs s'engagent à battre le record de cette année en allant jusqu'à environ 600 000 hectares de superficie à emblaver avec un fort engagement du directeur de la SODECO. Je dirais simplement que les producteurs de coton et de vivriers peuvent compter sur la SODECO, sur sa disponibilité à mettre à leur disposition des intrants de qualité. Tout se passera comme prévu. Pour preuve, la SODECO a déjà anticipé en procédant à la commande d'intrants complémentaires. Vu l'engouement que les producteurs développent, ils auront tout d'ici le 2 juillet, j'aurai fini avec les bateaux. Avant 2016, le rendement par hectare était de 877 kg. En 2016-2017, il est passé à 1 tonne 77. Et pour 2017-2018, la moyenne est proche de 1 tonne 200 à l'hectare. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dessouilly, vise grand et pour ce faire, il reste optimiste. Au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. Il y a eu pluie il y a 2 jours. Il y a encore eu forte pluie dans toute la Liborie hier. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Dans tous les cas, le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. Simple. Face aux inquiétudes des partenaires techniques et financiers par rapport à la préservation des sols, les acteurs du coton béninois ont également promis produire en respectant les normes et faire les choses de façon écologique. Quant aux taxes dégagées sur le profit généré par le coton, il y a une taxe de développement local que prélève la commune à raison de 2 francs par kilo, ce qui fait bénéficier à la commune de Banikwara 280 millions de francs CFA pour 142 000 tonnes de coton produit. Environnement à présent, la campagne d'éducation sur l'abandon de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été lancée ce vendredi dernier à Cotonou. Organisée par l'Agence béninoise pour l'environnement ABE, elle vise à sensibiliser la population avant l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction des sacs plastiques non biodégradables et à opter désormais pour l'utilisation des emballages biodégradables. Koné Aïssé et Denis Marouya. Ici, nous avons un sac biodégradable en papier. Le besoin pressant, on peut directement mettre le produit là-dedans et tenu par les bretelles. C'est plus adapté aux pharmacies. Les modèles les plus grands sont plus adaptés aux supermarchés et consorts. Les emballages biodégradables à utiliser désormais pour remplacer les sachets en plastique non biodégradables, source de nuisances pour l'environnement et la santé. Le mode d'utilisation de ces emballages a été présenté au cours de la cérémonie de lancement de la campagne d'éducation sur l'abandon de l'utilisation des sacs en plastique non biodégradables. Campagne organisée par l'Agence béninoise pour l'environnement en collaboration avec la société civile et les pharmacies, l'une des cibles retenues pour cette campagne. Je souhaiterais que nous nous engagions tous véritablement, et non seulement à avoir des sachets maintenant, à consommer des sachets biodégradables, mais aussi des sachets réutilisables, parce que biodégradable, c'est quand même l'environnement qui est touché. Mais réutilisable, chacun sort de chez lui. Comme avant, avec nos mamans, ils avaient leur sac, puis ils allaient au marché avec leur sac. Celui qui veut l'utiliser
a suffisamment le temps et qui a suffisamment le temps a bien la possibilité de bien le démonter, jusqu'à ce que le sac s'asseye de lui-même. Cette campagne est l'une des activités prévues pour préparer la population à l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables au Bénin. Loi numéro 2017-39, votée à l'Assemblée le 3 novembre 2017 et promulguée le 26 décembre 2017. Pour la réussite de cette campagne, le directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement, François Corneille Kedouide, sollicite l'implication de tous avec comme objectif combattre les sachets plastiques non biodégradables hors de notre environnement. Ensemble, qu'il nous faut dire non à l'utilisation des sachets et des emballages plastiques. Et c'est la raison pour laquelle l'ABE a voulu modestement contribuer à cette campagne en choisissant 3 cibles, que sont les pharmacies, les boulangeries, mais aussi les vendeuses de farine, d'haricots au niveau des marchés. Donc c'est nos 3 cibles de l'ABE et nous allons faire la campagne à Abomey-Calavi, à Cotonou et puis à Porto-Novo. Nous avons la responsabilité de diminuer, de faire disparaître cette pollution et nous devons tous nous y engager, nous, consommateurs, industriels, collectivités locales, gouvernants, partenaires. Et tel que vous le voyez, ce sac, nous avons bien la possibilité de le froisser comme un sachet qui est très facilement transportable et qui fait que les utilisateurs en sont fans. Nous le prenons par exemple et puis nous le froissons, tout simplement comme ça. À cause de la matière, la qualité du papier qu'il a fabriqué fait que le sac ne se déchire pas, ni le papier ne s'effrite pas. Vous voyez, nous pouvons toujours récupérer notre emballage. La période de transition prévue après l'adoption et la promulgation de la loi portant interdiction des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin arrive dans quelques jours à expiration et les autorités à divers niveaux invitent les uns et les autres à prendre leurs dispositions. L'Agence béninoise pour l'environnement enjoint sa partition à confectionner également des emballages en tissu à mettre à la disposition des groupes cibles tels que les pharmacies, les pâtisseries et les vendeuses de céréales dans les marchés. Les candidats aux différents examens composent bientôt pour le CEP, le BEPC et le baccalauréat, ce qui rime avec bonnes conditions, mais l'aspect que présente certains centres de composition présage des difficultés auxquelles parents d'élèves, enseignants et candidats seront exposés. Laurent Toninkès et Fréjus Fiossi ont fait le constat dans la commune d'Abomey-Calavi. Cours d'école inondés et remplis d'herbe. C'est le constat désolant fait ce lundi 25 juin 2018 à l'école primaire publique de Sekandji 2 dans le village d'Alamandossi, commune de Semenkodi, ce qui expose apprenants et enseignants aux maladies hydriques et aux reptiles. Vous savez, toutes les années l'école est inondée. L'association des parents d'élèves cette année a vraiment pris des dispositions pour empêcher que la cour de l'école soit inondée. Mais vu la nature, la pluie, cela nous a dépassé. Vous pouvez déjà constater qu'à l'intérieur de la cour de récréation même, que c'est rempli d'eau. Non seulement d'eau, mais d'herbe également. Une situation qui rend du coup difficile l'accessibilité aux salles de classe. L'association des parents d'élèves a dû positionner des pneus servant de support pour le passage des instituteurs et des écoliers. Cette école est retenue pour être un centre de composition du certificat d'études primaires CEP qui démarre le 2 juillet prochain. Et pour preuve, les enfants sont en pleine composition du CEP blanc. Cette situation d'inondation peut s'empirer en cas de nouvelles pluies. Parents d'élèves, instituteurs et candidats appellent à l'aide. Oui, il peut nous aider, il peut amener les sables pour remplir les lots là et on va nettoyer notre école et ça va être propre. On va faire le clôture. C'est le moment d'ailleurs de demander aux bonnes volontés de nous aider à faire la clôture de l'école. Parce que si nous faisons la clôture, ça va empêcher les autres qui sortent des vents de siéger au sein de l'école. Parce que comme l'école est ouverte, toutes les voies d'accès également permettent à l'eau de couler vers l'école, ce qui est véritablement une difficulté pour l'association des parents d'élèves. Ici au CEG-Ekpé, c'est l'accès au collège qui est des plus difficiles avec des eaux stagnantes par endroits. Vendeuses et riverains s'en désolent. C'est tout un calvaire pour les riverains qui prennent par ici. Aussi un calvaire pour les enseignants et élèves avant d'accéder sur ce collège. Je ne sais pas ce que nos autorités en pensent. Or, il y a aussi, puisque lorsqu'on parle de la voie, la mairie est là, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant depuis fort longtemps.
aussi les autorités, la direction des examens et concours, nous l'avions sonné à travers les radios sonores pour qu'ils puissent faire une descente pour constater avant le jour réellement des examens. Nous sommes à moins de 2 semaines de composition du BEPC et une nouvelle pluie pouvait aggraver cette situation. Si les autorités peuvent venir, ou des personnes ressources, si nous parlons, si nous citons toujours, si nous disons les autorités, si des personnes de bonne volonté, personnes ressources de bonne volonté ou des ONG peuvent venir voler au secours de ces apprenants des riverains pour changer l'aspect de cet endroit-là, de la devanture du CG1 des Pères, franchement, je crois que nous leur serons reconnaissants. Le chef service technique de la mairie de Saint-Podji, joint au téléphone, n'a pas souhaité nous rencontrer. Il nous a simplement demandé de saisir le maire Charlemagne Renfort par écrit qui pourra l'autoriser à se prêter à nos questions. De toute façon, nous espérons que ces problèmes seront résolus avant les différentes dates des examens pour le bonheur des candidats, enseignants et parents d'élèves. Et le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou était vendredi dernier en visite à la mairie d'Abomey-Calavi. Il a été reçu par le maire Georges Bada et son conseil communal. Les deux autorités ont abordé des questions liées à l'électrification de certaines zones de la mairie, en l'occurrence le tronçon échangeur Godomé à Kassato. Suivant un extrait des propos du ministre à la fin de la rencontre. J'ai demandé donc à faire une visite ce matin pour aller au niveau de la direction régionale, regarder un peu les préoccupations de la gestion clientèle, qui est une préoccupation gouvernementale, puisque je représente ici le gouvernement. Et cette visite ne peut pas se faire sans d'abord passer par le maître ou les maîtres de terre, le maître de terre. Donc c'est pour ça que je suis parmi vous, pour apporter donc les salutations les plus chaleureuses du ministère, mais surtout du gouvernement, pour vous dire combien le travail que nous faisons, notamment dans le secteur de l'énergie électrique, vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de manière générale et particulièrement à Abomey-Calavi qui a un rôle particulier à jouer dans ce secteur. On peut déplorer que des grands projets routiers de ce type n'ont pas pu prendre en compte cette considération par le passé. C'est bien dommage, parce que c'était le moment pour le faire. Mais évidemment, on a lancé, grâce à la volonté du gouvernement, une expérimentation à Cotonou. J'ai le directeur le directeur commercial qui est là, le secrétaire général, le directeur régional de la SBE, et j'en passe, qui pourront voir avec les autorités communales, en fait, qui ont en charge le secteur, quelles sont les possibilités de coopération qu'il peut y avoir. Conseiller technique à la communication de l'ancien président Boni Yayi, Tibus Adagbe est devenu un observateur de la vie politique dans notre pays. De la proclamation de la fin de la normocommunication il y a quelques jours, Tibus Adagbe a pris soin d'observer tout ce qui s'est passé. À cet effet, nous avons recueilli ses impressions sur ce qu'il pense de la normocommunication et ce à quoi on pouvait désormais s'attendre. On l'écoute. La compréhension que j'ai eue des conditions dans lesquelles la normocommunication, dont il reste par ailleurs que nous ayons une définition consensuelle, a été proclamée, c'est qu'il faut reconnaître quand même que pendant les 10 ans, de 2006 à 2016, il y a eu de la communication et puis il y a eu de la propagande. Et je sais qu'un candidat pendant la campagne électorale avait clairement évoqué l'idée de trouver les moyens d'empêcher tout ce qui amènerait encore des tendances de culte de la personnalité. Bon, maintenant, il faut se poser des questions sans se faire d'illusions. Est-ce que on peut faire de la communication politique sans faire de la propagande? Personnellement, j'en doute. On peut faire de la communication institutionnelle, on peut faire de la normocommunication, si je comprends, tel qu'on est en train de le dire, pour des institutions, on peut le faire pour des entreprises,
dans le monde économique et tout. Pendant les dernières élections présidentielles, est-ce qu'il y a un seul candidat qui a pu ne pas faire de la propagande? Bon, maintenant, nous retrouvons encore à quelques mois d'une autre élection. Je ne vois pas vraiment de façon raisonnable comment quelqu'un peut changer une formule qui gagne. C'est-à-dire, si je fais un type de communication qui me permet de gagner une élection, et que la même élection ou un type d'élection similaire revient, je ne vois pas pourquoi je changerais de méthode. Peut-être que je vais affiner la méthode. Peut-être que tout ce qui a été fait n'était pas forcément nécessaire. Mais je ne suis pas vraiment du genre à croire qu'on peut faire de la communication politique en étant minimaliste. Ça peut marcher dans des pays où le taux d'alphabétisation est très élevé. Je suis tout à fait d'accord que par rapport au culte de la personnalité, vraiment, il faut combattre ça parce que dans tous les cas, ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Et proposer d'en finir avec, je trouve que c'est vraiment une idée très pertinente. Hors du Bénin, le président français Emmanuel Macron est accueilli pour la première fois par le pape François, une rencontre forcément centrée sur la question des migrants à l'heure où ce dossier déchire les Européens. Le président français Emmanuel Macron a été accueilli mardi pour la première fois par le pape. Le président devait offrir au pape une édition ancienne en italien du journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, écrivain catholique fervent que son hôte apprécie beaucoup à propos des migrants arrivant en Europe qu'il faut accueillir, accompagner, loger et intégrer dans la limite des capacités de chaque pays. Le pape a estimé la semaine dernière qu'il était nécessaire aussi d'investir intelligemment pour leur donner du travail et une éducation dans leur pays d'origine, notamment africain. Et justement, par rapport à ce dossier, menace de mise sous séquestre des navires, refus d'ouvrir ses portes, le nouveau gouvernement italien au pouvoir depuis 3 semaines veut réduire les arrivées de migrants sur ses côtes, alors que les dirigeants de l'Union européenne se rendaient dimanche à Bruxelles pour des pourparlers d'urgence sur la migration. Le nouveau cabinet populiste italien a refusé un autre navire de sauvetage, jurant de ne plus supporter le fardeau des migrants en Europe. MV Life est le deuxième navire de sauvetage laissé à la dérive en Méditerranée après que l'Italie et Malte, pays voisins, lui aient refusé l'autorisation d'accoster le bateau illégal Lifeline est maintenant dans les eaux maltaises avec son chargement de 239 migrants. Et c'est un comportement qui amène le président français Emmanuel Macron à réagir. Il déclare que la France n'a de leçons à recevoir de personne sur le dossier des migrants car elle est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. Une réplique aux critiques de Rome sur la position française. On l'écoute. Sur ce sujet, la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. Et c'est dans cet esprit, pour ma part, que je veux avancer avec tous les collègues qui sont prêts, en responsabilité, à proposer une solution qui respecte notre histoire, nos droits et nous permette de progresser. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.